Bonjour et bienvenue sur ce 5e épisode. Et oui, celui-ci commence direct, il y a eu le générique direct, il n'y a pas eu de longues introductions parce qu'en fait à la base je pensais que celui-ci serait un épisode court. Ouais, on en est très très loin. Et pourquoi est-ce que je pensais ça ? Eh bien parce qu'il nous reste plus énormément de choses à aborder à Kyushu et donc à ON. Et je pensais pouvoir faire un épisode rapide sur ce qui nous reste donc à aborder, qui sont beaucoup d'îles. Parce que là, oui, on va aller partir en mer, on va surfer, parce qu'il y a tellement d'îles que j'ai à vous présenter. Et on va donc se concentrer sur les îles qui sont à l'est de ON et donc au sud de Kyushu. Petite précision, dans l'épisode 1, on avait déjà parlé de l'île de Myokara, donc je ne vais pas en dire plus ici. Et je ne parlerai pas non plus de certaines très petites îles de cette génération, car j'ai pris le parti de ne pas essayer de les localiser, vu qu'elles sont si petites qu'elles n'ont quasiment rien dessus. Dans les jeux, elles sont souvent juste des lieux où il est possible de capturer certains Pokémon légendaires, et pour les localiser, on ne pourrait s'appuyer que sur une comparaison de localisation entre la carte de Kyushu et d'ON. Ce que vous savez qu'à force que je vous le rabâche dans tous mes épisodes, ce n'est pas du tout mon objectif avec cette série de vidéos. Donc pour être précise, dans cet épisode, je vais exclure l'île lointaine, l'île du sud, l'île Aurore et même plus généralement les îles Sévi qui sont accessibles dans Pokémon Emerald. Et maintenant que ces îles ont été mises de côté, nous allons pouvoir nous concentrer sur les 4 les plus importantes qui nous restent à visiter, à savoir Atalanopolis, Algatia, Pacifiville et Eternara. La première île dont il faut qu'on parle ici, c'est l'île de Atalanopolis, qui est inspirée par l'île de Yakushima, qui est une île qui est très spéciale pour moi. Lorsque l'on regarde ces deux îles, on peut constater que de par leur forme et leur position, elles se ressemblent. Pourtant, lorsque l'on pénètre dans cette ville dans le jeu, c'est plutôt un gros dépaysement qui nous attend. Car si on pouvait s'attendre à retrouver la verdure, la forêt et la nature de Yakushima à cet endroit, ce n'est pas le choix qui a été fait par les équipes de Game Freak. En effet, Atalanopolis est une ville urbaine, avec une architecture de maisons blanches au toit bleu, qui est basée sur l'architecture et l'aspect de la célèbre île grecque Santorin. Alors je me permets de réagir a posteriori à ce que j'ai écrit, mais en fait j'ai réalisé pendant le montage de cette vidéo que la ville de Atalanopolis dans les versions Ruby, Saphir et Emerald n'avait pas du tout des toits bleus, mais c'est juste mon imagination qui a joué. Par contre, dans les versions remake, donc Saphir Alpha et Ruby Omega, eh bien ils ont bel et bien non pas mis les toits bleus, mais plutôt c'est les portes qui sont bleues. Je pense que c'était aussi pour essayer de coller un petit peu plus avec cette image de Santorin. Alors croyez-moi, pour cette vidéo, j'aurais adoré aller à Santorin, mais c'est juste pas possible parce que quand j'étais au Japon, c'était impensable d'aller là-bas. Et quand je suis revenue en France, il y a eu la crise sanitaire, tout ça, 2020, vous connaissez. Donc je ne suis pas allée. De toute façon, j'avais ni le temps ni l'argent à consacrer à ça. Et c'est un peu dommage, mais vous allez voir que c'est un petit peu la rengaine de cette vidéo. Hein, vous allez comprendre bientôt. Du coup, évidemment, les extraits de vidéos que vous allez voir dans cet épisode ne sont pas de moi. Et vous allez voir d'ailleurs que ici, pour cet épisode, c'est vraiment le cas pour la majorité des îles que je vais présenter. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais alors attention, je suis bel et bien partie sur l'île de Yakushima, j'espère que vous avez bien compris. C'est juste que mon périple là-bas ne s'est pas du tout passé comme tout ce que j'avais imaginé. Non, là on en est vraiment très loin. Je ne pensais pas qu'il allait se passer ça. Je ne suis pas une personne qui aime trop planifier ma vie. Et j'avoue que voyager au jour le jour à Kyushu, ça m'allait bien. Je suivais juste une petite route que j'avais déterminée pour aller visiter les différents lieux de Pokémon. Mais j'avoue que pendant mon année au Japon, je n'avais que un seul et réel objectif à atteindre. C'était d'arriver à aller par vraiment n'importe quel moyen sur l'île de Yakushima. Parce que certes, vous l'avez compris, elle n'est pas réellement représentée dans Pokémon pour son aspect de nature et sa forêt incroyable, mais il faut savoir que Yakushima, ça a été une source d'inspiration énorme pour un de mes films préférés qui est Princesse Mononoke. Et du coup, c'était vraiment une île que je ne pouvais et que je ne voulais pas rater, et j'étais tellement heureuse d'être dessus quand je suis arrivée que quand je suis partie en randonnée là-bas, j'avoue que j'ai complètement oublié de faire attention et ça a été un petit peu mon problème. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à me tordre la cheville à Yakushima, et au lieu de me dire vas-y on s'arrête, on fait demi-tour, on va à l'hôpital comme une personne normale, non, je me suis dit je n'ai pas fait tout ce trajet pour rien, je n'ai pas payé le ferry pour rien, je vais faire cette putain de randonnée jusqu'au bout, sauf que ma randonnée c'était 2 jours, du coup j'ai fait 2 jours de randonnée avec ma cheville dans la merde là, c'était vraiment une aventure particulière, voilà. Mais j'avoue que a posteriori, malgré tout
tout ça malgré ma cheville tordue et tout, et ben je regrette pas d'être allée au bout de mon aventure parce que c'était vraiment un objectif que d'aller à Yakushima et c'était vraiment une obligation pour moi de voir tous ces lieux qui avaient inspiré Princesse Mononoke. Donc vraiment, maintenant, je le regrette pas, même si c'était complètement débile, hein. Ça, on est bien d'accord. Et alors là, vraiment, mais j'insiste sur le vraiment, je ne vous invite pas à faire la même chose. Clairement, n'allez pas vous tordre la cheville à Yakushima et marcher encore avec votre cheville tordue. Vraiment, c'est une bêtise. Mais j'étais tellement motivée pour voir cette île, c'était tellement mon objectif que vraiment il y aurait peu de choses qui auraient pu me faire changer d'avis et me faire demi-tour sur cette randonnée. Et apparemment, une cheville tordue, ce n'était clairement pas assez, hein, voilà. Je suis une véritable tête de mule et clairement me faire demi-tour ou me faire renoncer à quelque chose, c'est extrêmement dur et là, la cheville n'a juste pas suffi. Mais le problème, c'est qu'avec cette cheville tordue, eh ben j'ai pas pu aller sur l'île suivante. Parce que là, quand même, je me suis dit, on va peut-être s'arrêter 2 minutes niveau conneries. Donc, je n'ai pas été sur l'île qui est Tanegashima. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. En effet, j'avais pris un ferry de nuit pour aller sur Yakushima. Et là-bas, j'y ai passé 1 semaine à voir et faire plein de trucs. Et, comme je vous ai dit, à me tordre la cheville. Et après mon séjour sur cette île, je voulais faire un stop sur l'île de Tanegashima avant de rentrer sur l'île principale de Kyushu. Mais avec ma cheville dans cet état, c'était vraiment complètement irraisonnable. Et pour le coup, j'ai quand même réussi à me dire que non, ce n'était pas une bonne idée d'aller sur Tanegashima. Donc j'ai pris la décision sage, je pense, de rentrer directement à Kagoshima et d'aller me reposer en compagnie de la fin de Game of Thrones. Ce qui est énervant, c'est que l'île de Tanegashima, c'est celle qui a inspiré la création d'Algatia dans les jeux Pokémon, qui est une île où il y a masse de choses à visiter et où il y a masse de choses qui sont en lien avec l'île d'inspiration, donc Tanegashima. Et c'est vraiment frustrant que je n'y ai pas été vraiment a posteriori, en tout cas. Je trouve ça dommage pour cette vidéo. Parce que oui, Algatia est blindé de lieux intéressants. Déjà, le plus surprenant d'entre tous, c'est sûrement le centre spatial, qui a d'ailleurs plusieurs formes en fonction des versions. Dans Ruby et Saphir, c'est seulement un bâtiment carré avec des grosses fenêtres qui tracent une forme de fusée. Dans Emerald, cette façade de verre existe toujours, mais en plus, il y a la présence d'un télescope et d'un radiotélescope sur le toit du bâtiment. Mais le plus impressionnant est la présence de la fusée prête à décoller qui est présente à l'arrière. En effet, Algatia est connue pour ses conditions excellentes pour la mise en orbite d'éléments spatiaux, d'où la présence de ce centre spatial dans Pokémon. Bien sûr, ce lieu est directement inspiré par un véritable centre spatial, celui de Tanegashima. C'est en effet une base de lancement japonaise qui permet à la NASDA d'assembler des satellites, de réaliser des essais et de faire des lancements. Cette base n'est évidemment pas visitable par le grand public, mais sur l'île de Tanegashima, il existe un musée sur l'espace et sur les activités réalisées par ce centre spatial. Sans aucun doute donc que la présence de ce centre et de ce musée a nourri l'imaginaire des équipes de Game Freak qui ont donc mis en place à Hoenn un centre spatial. De plus, je vous avais présenté dans l'épisode 2 de cette saison la météorite de Nogata qui serait la raison de la présence d'une météorite dans le scénario de ces jeux. On comprend donc encore mieux maintenant que dans cette 3e génération, les liens avec l'espace sont très nombreux. Et donc, il était quasiment normal d'y trouver un centre spatial qui d'ailleurs, dans mes souvenirs, avait nourri beaucoup de théories farfelues. Je me souviens dans la cour de récré, c'était un truc de ouf, genre tout le monde en allait de sa petite théorie sur Deoxys et tout, parce qu'en fait, ils pensaient que c'était possible dans Emerald d'emprunter cette fusée, d'aller sur la Lune, et sur la Lune, de pouvoir capturer El Famoso Deoxys. Sauf qu'évidemment, cette théorie est fausse, c'est bien dommage parce que c'est bien mieux que la façon dont on peut capturer Deoxys dans le vrai jeu Pokémon, mais bon. Mais comme énormément de Pokémon légendaires à cette période, ils n'étaient récupérables qu'au Japon grâce à certains événements de distribution. En gros, il fallait se rendre à un magasin dans lequel ils donnaient une carte permettant d'avoir accès à l'île pour capturer Deoxys. Et cette île n'était pas sur la Lune, mais au milieu des îles Sévi. En le capturant, le Pokédex nous apprend que c'est un Pokémon qui viendrait apparemment de l'espace. Plus précisément, ce Pokémon serait arrivé sur la Terre sous forme d'ADN présent sur une météorite. Et lors d'une étude de celle-ci, les scientifiques auraient utilisé des lasers qui auraient eu pour conséquence de faire muter cet ADN en Pokémon. Alors certes, la théorie donnée par le Pokédex pour son apparition sur Terre est complètement farfelue et irréalisable en vrai, mais il y a pas mal de références qui sont intéressantes dans Deoxys. Déjà, son nom est une référence directe à l'ADN, puisque les 2 brins de celui-ci sont constitués d'acides désoxyribonucléiques. On a donc dans le mot désoxyribonucléique le déoxyde
Deoxys de Deoxys. Et si on regarde le design de ce Pokémon, on peut constater que les 2 brins enroulés en double hélice de l'ADN ont été une grande source d'inspiration pour dessiner les bras de Deoxys dans sa forme neutre. Mais vous inquiétez pas, si jamais vous avez pas compris le délire autour de l'ADN et tout ça, y a pas de souci, c'était juste pour faire une petite référence comme ça à mes potes qui sont toujours en biologie. Donc si jamais vous avez rien capté, c'est pas grave du tout. De toute façon, là on va passer à quelque chose qui est moins compliqué et moins subtil, à propos toujours de l'espace et des extraterrestres à Algatia. Il y a pas mal de bâtiments à Algatia, mais pour cette vidéo, on va juste se concentrer sur celui qui nous intéresse, la maison de Pierre Rochard. Oui, on va bien reparler du fameux Pierre qu'on avait vu dans l'épisode 2, conjointement avec la météorite de Nogata, dont j'ai parlé un tout petit peu avant. Et bon là, évidemment, je vais pas vous refaire toute l'explication sur pourquoi est-ce que ce monsieur a un gros lien avec les pierres, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il se pourrait que cet homme ait aussi un petit rapport avec l'espace. Mais alors attention, c'est plutôt une supposition de ma part qu'un argument bien fondé, je dois vous prévenir. En effet, Pierre Rochard est un personnage plus qu'important dans cette 3e génération. On le recroise souvent dans l'intrigue, mais surtout, c'est lui que nous devrons affronter en dernier dans la Ligue Pokémon, car il est en fait le maître de celle-ci, et son Pokémon le plus emblématique est son Métalos. Et c'est ce dernier qui nous intéresse, puisque les origines de l'inspiration pour Métalos et ses sous-évolutions sont assez floues, mais une des théories possibles serait de dire que le corps de Métalos et de Metang serait inspiré de la forme des ovnis. Ovnis donc qui nous ramènent tout de suite à l'espace. Et d'ailleurs, il est dit dans le Pokédex qu'ils sont faits d'un métal si puissant que s'ils venaient à tomber d'une grande hauteur, ils n'auraient aucune égratignure. Ce qui peut donc nous laisser penser que ce Métalos pourrait venir de l'espace lui aussi, ou en tout cas serait inspiré de tout ce délire autour des ovnis. Bon alors là on va passer à la ville suivante, mais rassurez-vous, j'ai passé énormément de temps sur la ville d'Algatia, mais la ville qui arrive après, croyez-moi qu'il y a pas grand chose à dire dessus, donc ça va être très rapide parce qu'on va aborder le cas de la ville de Pacifiville. Et oui, malheureusement, cette ville de Pacifiville est très surprenante à visiter dans les jeux puisqu'elle surprend par son architecture de maison sur pilotis en plein milieu de l'océan, quand même, faut le notifier. Mais croyez-moi que avec une architecture pareille, on peut se douter qu'on est clairement, mais alors clairement pas au Japon. On est plutôt sur un village qui rappelle certains villages de pêcheurs d'Asie du Sud ou du Pacifique. Et alors je sais que j'ai pas visité encore de village pareil dans ma vie, mais croyez bien que j'en ai ultra envie. Même si je vous avoue que j'ai jamais entendu parler de village sur pilotis qui serait installé en pleine mer, ça me paraît juste improbable à cause des courants marins, des vagues et tout ça. Donc c'est pour ça que vraiment le village de Pacifiville est juste un village complètement fantasmé et que malheureusement on pourra jamais visiter une ville qui ressemble à un endroit pareil. Enfin en tout cas je crois. Mais si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie de découvrir qu'il y a un village qui ressemble à Pacifiville parce que je serais ravie d'aller le visiter, vraiment. Et voilà, comme promis, on a déjà fini le tour de Pacifiville. Je vous avais dit c'est méga rapide pour cette ville-là. En même temps, j'allais pas inventer des trucs parce que de toute façon, il y a même pas une boutique ou un centre Pokémon dans cette ville-là. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à une ville qui est beaucoup plus intéressante et qui est la Ligue Pokémon / aussi une ville et qui est donc l'île de Eternara. Sur cette dernière île, c'est là où, en tant que joueur, vous allez devoir traverser la route Victoire pour pouvoir espérer arriver à la Ligue Pokémon après avoir récolté tous les badges dans toutes les arènes d'Hoenn. Mais ici, je vais pas vous parler de combat Pokémon et de stratégie à adopter parce que ce qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est bien sûr l'aspect extérieur de cette ligue Pokémon et de ses alentours. Alors dans les premières versions du jeu, il n'y a pas énormément de détails sur cette île. On peut simplement constater qu'Eternara est une ville fleurie et que pour y accéder, il faut traverser la route Victoire qui, comme d'habitude, prend la forme d'une grotte et une fois celle-ci traversée, on doit passer sous des genres d'arches pour rentrer dans un bâtiment tout ce qu'il y a de plus moderne et qui est en fait la ligue Pokémon. Et pour une fois, vraiment pour moi c'est clair, on ne va pas se concentrer sur l'aspect proposé dans les premières versions, mais plutôt sur celui des versions remake qui est bien plus intéressant et bien plus recherché. En effet, une fois sorti de la route Victoire, c'est encore une belle route fleurie qui s'ouvre devant nous avec de grandes arches que l'on traverse, mais le bâtiment de la Ligue Pokémon qui se dresse ensuite devant nos yeux est juste magnifique et ressort vraiment par ses couleurs rouges, orangées, vertes, très chatoyantes, qui résultent
ressemble d'extérieur à un château à l'esthétique japonais vraiment ultra coloré. Et pour cause, puisque l'aspect de cette ligue Pokémon est bel et bien inspiré d'un bâtiment existant, le château de Shuri à Okinawa. Et peut-être que vous vous en doutez parce que c'est le running gag pas drôle de cette vidéo, mais je ne suis pas allée sur l'île de Okinawa. Et non, je n'y suis pas allée du tout. Mais rassurez-vous ou pas d'ailleurs, j'ai une meilleure excuse que ma cheville en vrac ce coup-ci. En effet, hormis ce bâtiment, rien ne peut être ramené à Okinawa sur l'île de Ether Nara, vu qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, hormis la route Victoire, qui n'existe malheureusement comme d'habitude pas dans la vraie vie, mais le plus décevant, et qui est surtout un peu triste, c'est que le château de Shuri n'est malheureusement plus visitable. En effet, en 2019, en octobre, une partie de l'édifice a brûlé dans un incendie, et c'était la partie qui a servi de référence aux équipes de Game Freak. Alors bon, oui, j'avoue, là c'est un petit peu une fausse excuse parce que moi j'étais au Japon en 2018-2019, donc j'aurais très bien pu aller à Okinawa avant que le château de Shuri ne brûle, je suis bien d'accord. Mais j'avoue que l'optique d'aller à Okinawa c'est cool, mais y aller c'est une autre paire de manches. Parce qu'en fait, évidemment c'est une île, donc pour aller là-bas il faut soit prendre le bateau, soit prendre l'avion. L'avion, premièrement, c'était pas une bonne solution parce que comme je suis à vélo, il fallait mettre mon vélo dans un avion, sauf que je savais pas du tout comment j'aurais pu empaqueter toutes mes affaires que j'avais sur mon vélo, c'était juste trop la galère, je pense. Vraiment, ça aurait été vraiment compliqué. Alors après, il y avait l'autre option, c'était de mettre mon vélo directement dans un bateau. Sauf que, déjà pour aller à Yakushima, j'ai vraiment souffert de prendre le bateau, vraiment, parce que j'ai une très mauvaise oreille interne, et en gros quand je prends le bateau, l'avion ou peu importe le moyen de transport, en fait quand je vais me coucher pendant 2-3 jours, j'ai encore l'impression que je redécolle, que je suis encore en bateau et tout, et parfois j'ai même le mal de mer, machin, donc j'avais pas du tout envie de m'infliger ça pour aller à Okinawa, donc je n'y suis pas allée. Puis en plus de ça, il faut quand même se dire que le prix pour aller en bateau ou en avion à Okinawa, clairement non, c'était pas du tout dans mon budget, je n'avais pas du tout prévu de dépenser cette somme pour aller là-bas, donc j'ai pris la décision de ne pas y aller. C'est un peu dommage, j'avoue que c'est une île sur laquelle j'aimerais bien mettre les pieds, mais en tout cas, pas de cette manière et pas dans ces conditions, peut-être un jour plus tard si jamais c'est possible. Mais pour l'instant, je trouvais que c'était pas le bon moment, donc je ne me suis pas forcée à aller sur cette île. Mais rassurez-vous, j'ai quand même beaucoup de choses à vous raconter sur Ether Nara, parce que dans les remakes de Saphir et Ruby, pour chaque membre du Conseil des 4 à affronter, la route qui mène à leur salle de combat est à chaque fois hyper bien réfléchie et hyper bien designée. Mais pour que tout ça soit hyper clair et que vous compreniez tout point par point, je vais vous détailler chaque route pour chaque membre du Conseil des 4. Et on va commencer évidemment par le premier à affronter, qui est Damien. C'est un spécialiste du type ténèbres et son bâtiment est inspiré d'une architecture japonaise traditionnelle, et je dirais même que l'entrée de son bâtiment ressemble à l'entrée de certains temples. En dessous du pont, on peut aussi remarquer un sol de sable qui rappelle par exemple celui qu'on a croisé à Tottori, mais il y a aussi le détail des pétales de couleur rouge qui virevoltent au vent et qui peuvent rappeler l'automne, parce qu'au Japon, il y a par exemple les érables japonais dont les feuilles prennent une teinte orangée magnifique, et pour moi vraiment, cette envolée de feuilles, ça me rappelle ça. Et évidemment, je le précise pour ce membre du Conseil des 4, mais ce pont sera présent pour chacun. Vous pouvez constater qu'on est sur un pont d'architecture très japonaise, avec une laque rouge qui le recouvre, vraiment typique de ce qu'on peut voir sur toutes les photos de touristes possibles, vraiment. Maintenant qu'on a tout étudié pour Damien, on va pouvoir passer à Spectra. Et pas étonnant, vu son nom, elle est plutôt dans les Pokémon Spectre. Pour accéder à sa salle, ce qui surprend direct, c'est la sublime glycine qui pend et qui rappelle celle que l'on peut voir dans certains parcs au Japon, et en particulier à un parc à Hokkaido, où on peut admirer à la bonne saison de sublimes glycines. Ensuite, si on regarde un peu plus loin, on a encore un rappel d'éléments floral avec des énormes fleurs de lotus qui sont sur le lac sous le pont, et le lotus, c'est une fleur qu'on peut aussi observer au Japon à la bonne saison, et qui sont des fleurs magnifiques roses absolument sublimes. Ensuite, pour ce qui est de l'architecture du bâtiment, déjà on peut constater qu'il est beaucoup plus imposant que le précédent en termes de taille, et ça me fait clairement penser à l'entrée d'un établissement de type par exemple onsen ou restaurant. Et pourquoi ? Eh ben déjà parce qu'il y a énormément de lanternes qui s'éclairent à notre passage, et ces lanternes au Japon, elles sont bien souvent peintes avec le nom de l'établissement en question afin d'attirer le client et de montrer que l'établissement est ouvert. Et ensuite, parce que si on regarde bien, et ça c'est vraiment un élément auquel il faut prêter attention, c'est qu'au-dessus de la porte d'entrée,
l'entrée, il y a un panneau où était sûrement inscrit avant le nom du bâtiment. Mais j'ai une petite théorie, c'est que Spectra étant une spécialiste du type spectre, c'est sûr qu'elle s'est plutôt installée dans un lieu plutôt abandonné, donc à mon avis c'est pour ça que le panneau a été délavé par le temps. Mais ça, c'est une petite théorie, voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Ensuite pour Glacia, vraiment ils ont pas été subtils pour les noms de ces membres du Conseil des Quatre. Là, on n'a plus du tout de végétation, mais on a des fortes chutes de neige, pour être en lien évidemment avec son type, la glace. Le bâtiment dans lequel elle est possède un toit bien différent des précédents car il est beaucoup plus imposant. Et moi, ça me rappelle les toits des régions froides du Japon qui sont beaucoup plus épais, qui sont pas faits de tuiles mais de chaume pour pouvoir avoir une meilleure isolation face au froid, mais surtout ce sont des toits qui sont beaucoup plus inclinés pour faire en sorte qu'il y ait moins de neige qui puisse se stocker sur ces toits-là, et donc que ça pèse pas trop lourd sur la structure du toit. Et pour le dernier membre du Conseil des Quatre, pour Aragon, là c'est beaucoup moins subtil. On est face à un énorme volcan avec une tête de dragon qui crache du feu. Par contre le bâtiment, c'est vrai qu'il est un petit peu perturbant par rapport au bâtiment précédent, parce que si on était dans quelque chose qui rappelait beaucoup le Japon et l'architecture japonaise, là on en est clairement éloigné au premier regard. Et d'ailleurs je me suis dit qu'il y avait rien qui rappelait l'architecture japonaise ou la spiritualité japonaise, mais en regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait la présence d'un Shimenawa qui est installé tout autour du bâtiment. Et Aragon est un spécialiste du type dragon. Et je me dis, peut-être que c'est pour ça, peut-être que c'est pour symboliser que cet endroit-là est sacré et qu'on va rentrer dans l'antre des dragons. Parce que le Shimenawa, je le rappelle, c'est une corde sacrée qui permet de délimiter certains lieux très spirituels, très importants pour le shintoïsme. Et maintenant qu'on a fait le tour de ce Conseil des Quatre, et une fois ces 4 combats remportés, il faut donc aller affronter Pierre Rochard et remporter la victoire pour obtenir le titre de maître de la Ligue Pokémon. Et dans toutes mes précédentes saisons de l'inspiration en voyage, j'ai décidé à chaque fois de faire mon épisode final sur la Ligue Pokémon. En plus de ça, dans les 2 premières saisons, franchement, c'était un lieu iconique parce que la Ligue Pokémon des versions rouge, bleu, vert et jaune, et aussi des versions or, argent et cristal, c'est le mont Fuji. Donc quel meilleur endroit pour finir une vidéo que d'aller au mont Fuji. Vraiment, y a pas mieux pour moi, je trouve. C'est tellement iconique comme endroit. Surtout que dans la saison 1, on a décidé de l'escalader, mais pour la saison 2, j'ai décidé de le voir de loin et tout, et c'était magnifique, vraiment. Et là, pour cette vidéo, je trouvais que Kyushu souffrait un peu de la comparaison, surtout que je n'ai pas été à Okinawa, donc vraiment ça aurait été trop nul de finir la saison sur la Ligue Pokémon, sur un endroit où j'ai pas été et tout. Et du coup, pendant l'écriture de tous mes épisodes, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais comment faire pour que cette fin de saison soit bien et représente Kyushu, Hoenn et tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Du coup, j'ai décidé de faire carrément autrement et de finir sur d'autres lieux que la Ligue Pokémon, des lieux qui sont peut-être moins symboliques dans Pokémon, mais qui en tout cas pour moi, pour mon voyage, représentent énormément de choses, vraiment. Je ne voulais pas que ce dernier épisode soit teinté d'échecs à cause du fait que je me sois tordu la cheville à Yakushima et que je n'ai pas été visiter certains lieux à cause de ça. Surtout que comme je vous l'ai dit, je ne regrette absolument pas de m'être tordu la cheville à Yakushima et d'avoir continué ma randonnée. Parce que pour moi, ça souligne carrément ma détermination et je suis contente de m'être dépassée sur tous les plans pour réussir à finir ma fichue randonnée. Alors bien sûr, cette mésaventure m'a causé de ne pas voir une partie de la carte de Hoenn. Mais cette cheville tordue, elle m'a permis de me reposer 1 semaine. Et cette semaine m'a fait énormément de bien parce que ça faisait déjà 1 mois et demi que je pédalais sans jamais vraiment me reposer. Et donc après cette semaine de repos intense, j'étais beaucoup plus fraîche et surtout disponible pour faire de nouvelles rencontres. Et c'est donc pour ça que pour l'épisode prochain, qui sera le dernier épisode, j'avais envie de le remplir de mes rencontres, de tous ces humains incroyables que j'ai rencontrés à Kyushu et surtout de ma chance légendaire qui me fait toujours rencontrer les bonnes personnes au bon moment et de tous les concours de circonstances qui me font dire quelquefois que ma vie est beaucoup plus belle quand je lâche complètement prise et que je fais confiance aux humains. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça, j'ai vraiment hâte que vous voyez ce dernier épisode parce que pour moi il représente parfaitement pourquoi j'aime Kyushu profondément du fond de mon cœur et pourquoi si je retourne au Japon j'aimerais vraiment retourner passer du temps sur cette île parce que tous ces gens que j'ai croisés là-bas ce sont eux les véritables trésors de cette région. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous remercie de soutenir mes épisodes si jamais vous êtes des tipeurs ou des tipeuses. Je vous fais des gros bisous et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera le dernier de cette saison. Bisous.